Salut, nouvelle vidéo sémio, cette fois-ci avec l'examen du membre supérieur. Et avant de voir comment on réalise chaque test de l'épaule, on va faire un petit peu d'anatomie. Donc sur cette première coupe anatomique, on va retrouver l'humérus, donc le bras, la clavicule et la scapula, ou l'omoplate, avec la coracoïde en antérieur et l'acromion en postérieur. D'un point de vue ligamentaire, pour stabiliser cette articulation, on retrouve le ligament acromio-claviculaire ici et les ligaments coraco-claviculaires là. Ensuite, on reconnaît la glène de la scapula dans laquelle va s'insérer la tête de l'humérus. L'humérus où on retrouve le tubercule majeur et le tubercule mineur. En plus de ça, on voit représenter ici en bleu la bourse sous-acromiale, on reverra plus tard autrement. Maintenant, on va étudier la partie musculaire de la coiffe des rotateurs. Donc en premier, au-dessus de l'épine acromiale, on va retrouver le muscle sus-épineux, ici, qui donc part de la scapula et va s'insérer sur le tubercule majeur de l'humérus. On comprend donc que lors de sa contraction, le muscle va se raccourcir et va entraîner une abduction du bras. Ensuite, sous l'épine acromiale, on va retrouver les muscles sous-épineux et petits ronds, qui eux, en se contractant, vont permettre une rotation externe du bras. Enfin, on retrouve le muscle sous-scapulaire à la face antérieure de la scapula, qui lui, en se contractant, va permettre la rotation interne. Le chef-long du biceps est parfois considéré comme faisant partie de la coiffe des rotateurs en passant dans la gouttière entre les deux tubercules et permettant la flexion du coude. Maintenant, on va regarder l'épaule d'un point de vue latéral. Donc en antérieur, on retrouve le muscle subscapulaire. Au-dessus de la tête humérale, on retrouve le muscle supraépineux. Et en arrière, on retrouve les muscles infraépineux et petits ronds. À ce niveau-là, donc au niveau de l'espace sous-acromial, où il peut y avoir des douleurs et des conflits, on retrouve la bourse sous-acromiale, avec au-dessus, ici, l'acromion, en postérieur, et en antérieur, la coracoïde. Ici, on retrouve la clavicule qui s'articule avec l'acromion et part vers le sternum. On peut aussi remarquer ici le chef-long du biceps brachial qui, comme dit avant, peut s'inscrire dans la coiffe des rotateurs. Maintenant, on va étudier l'épaule chronique et donc on va pouvoir voir les petites vidéos qui permettent de tester les différents muscles. Ok, donc je commence par palper la clavicule. Est-ce que vous avez mal, monsieur? Non. Ok. La coracoïde. Vous avez mal là quand je touche? Non plus. Ok. Au niveau de l'acromion aussi? Non plus. Non plus. Et au niveau de l'épine de la scapula qui est derrière. Alors pour la mobilisation, on va tester d'abord les mobilisations passives en commençant par le côté le moins douloureux. Donc là, on va tester l'abduction. Donc là, on teste l'abduction en bloquant l'ascension de la scapula, donc en isolant la scapulo-humérale. Et puis après, il y a l'ajout de la scapulo-thoracique. Donc on teste l'abduction comme ça. Donc là, il n'y a pas de limitation. L'adduction, on le teste du coup vers l'avant. L'antéflexion. Puis la rétropulsion du coup. Et puis pour tester tout ce qui est rotation interne et externe, on demande de fléchir le coude à 90 degrés. Donc rotation externe. Et puis la rotation interne, on la teste plutôt vers le dos. Comme ça. Et puis du coup, je peux demander au patient de faire la même chose mais lui-même, c'est ce qu'on appelle les mobilisations actives. Donc je vous laisse du coup faire une abduction, c'est-à-dire voilà ce qu'on avait fait au début. Parfait. Puis une adduction, donc là, une antéflexion, une rétropulsion, rotation externe, puis rotation interne. Et on fait toujours donc, de manière bilatérale et comparative. Maintenant, lorsqu'on se retrouve face à un patient, on va vouloir comprendre s'il y a une épaule douloureuse simple, donc sans limitation d'amplitude, ou si la limitation d'amplitude est due à une origine articulaire ou plutôt musculaire ou nerveuse. On va commencer avec la deuxième option,
Si l'épaule est limitée avec une origine musculaire ou nerveuse, c'est que le muscle ne va pas réussir à produire un effort assez puissant pour déplacer, comme on le souhaite, l'os en aval de l'articulation, donc ici l'humérus. C'est-à-dire que l'amplitude va être diminuée en actif lorsque le muscle n'arrive pas à réaliser l'effort, alors qu'en passif, lorsque c'est l'examinateur qui va déplacer le bras du patient, il n'y a pas de raison qu'il y ait de limitation d'amplitude. En revanche, lorsque l'épaule est raide avec une origine articulaire, les mouvements sont diminués en actif et en passif. Maintenant, on va réaliser 4 tests qui vont nous servir à rechercher un conflit sous-acromial. Le premier, ça va être le test de Neer. Donc, on va mettre la main sur l'épaule du patient, on va faire une antépulsion, comme ceci. Ensuite, le deuxième test, ça va être le test de Yokun. Donc, on demande au patient de mettre sa main, donc ici, sa main gauche, sur l'épaule opposée et d'essayer de remonter son coude contre résistance, toujours en tenant l'épaule. Le troisième test, ça va être le test Dawkins. Donc là, on demande une antépulsion à 90 degrés. On laisse tomber l'avant-bras. Et nous, on va essayer de tirer vers nous l'avant-bras et le patient va résister. Et le dernier test, c'est le test de cross-arm. Encore une fois, on demande une antépulsion à 90 degrés. On tient bien le patient, une main sur l'épaule, une main sur le coude. Et là, on va faire une adduction forcée. Ici, on va rechercher une tendinopathie ou une rupture du supraépineux. Le muscle supraépineux, il sert à faire l'abduction complète de l'épaule. Donc pour ce faire, on utilise le test de Job. On va demander au patient de faire une antépulsion à 90 degrés face à l'examinateur, mettre les pouces vers le bas et de faire un petit écartement. Et ensuite, nous, on va exercer une résistance au-dessus et le patient va essayer de relever contre-résistance. Ensuite, on va chercher une tendinopathie ou une rupture de l'infraépineux, plus ou moins du petit rond. Pour ça, c'est ce qu'on va chercher, ça va être la rotation externe. Donc la première méthode, c'est de se mettre en position RE1, donc coude contre le corps et une flexion du coude à 90 degrés. Et on va exercer une résistance, donc le patient essaie de faire une rotation externe. La deuxième manœuvre, c'est de faire le test de patte, donc cette fois-ci en position RE2. Donc on va mettre en abduction à 90 degrés, on va plier le bras, et le patient va essayer de faire une rotation externe et nous on va résister. Ensuite, on va chercher un signe du portillon, donc on va mettre le patient comme ça, on va faire une rotation externe à sa place, et s'il a une tendinopathie, sachant qu'il n'arrive plus à faire la rotation externe, comme un portillon, son bras va se refermer. Et après, le dernier test qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le signe du clairon, et donc ce serait pour ramener un aliment à la bouche, où le patient normal ferait ça, et s'il y a une tendinopathie, il a besoin de céder et de lever l'épaule pour ramener la main à la bouche. Ensuite, on va chercher une tendinopathie ou une rupture du muscle subscapulaire, donc pour la rotation interne. Le premier test qu'on va faire, ça va être le gerbeur. Donc pour ça, on met la main dans le dos au niveau des lombaires et on va demander au patient de réussir à décoller la main du dos. Et s'il y arrive, on peut exercer une résistance et appuyer en même temps pour vérifier qu'il y arrive bien. Après, le deuxième test, c'est le belly press test. Donc cette fois-ci, la main va être sur le ventre et on va demander au patient d'appuyer sur notre main sans avancer le coude. Le patient qui n'a pas de tendinopathie, il va réussir à appuyer sur sa main en faisant une rotation interne, alors que le patient qui a une tendinopathie va avoir besoin d'avancer son coude pour appuyer sur notre main. Ensuite, on va chercher une tendinopathie ou une rupture du muscle long biceps, qui est parfois rattaché à la coiffe des rotateurs. Pour ça, on va demander au patient de faire une antépulsion au niveau des épaules à 90 degrés, de mettre les paumes de main vers le haut, et nous, on va appuyer pour exercer une résistance, pour faire le même mouvement que les haltères à la salle. Maintenant, une petite diapositive avec deux autres tableaux. Le premier, c'est la capsulite rétractile. On retrouve une épaule qui est très raide, avec des limitations d'amplitude dans toutes les directions, et il faut y penser sur un patient post-AVC. L'autre tableau, c'est la tendinopathie calcifiante, avec cette fois-ci une épaule hyperalgique, et il faut y penser chez la personne âgée, notamment avec un potentiel contexte de chondrocalcinose. On vous propose ici un tableau récapitulatif avec les principaux tests de l'épaule chronique que vous pouvez consulter en faisant pause sur la vidéo. Maintenant, on va faire un petit tour rapide sur l'épaule aiguë. Dans tous les cas, lors d'un traumatisme aigu de l'épaule, il va falloir réaliser deux testings, neurologiques et vasculaires. On se retrouve notamment dans l'hypothèse où une potentielle fracture peut abîmer un nerf ou un vaisseau. Au niveau du testing neurologique, il faut notamment tester la sensibilité du moignon de l'épaule pour tester le nerf axillaire
et la sensibilité du dos de la main pour le nerf radial. En ce qui concerne le testing vasculaire, on va notamment prendre les pouls distaux et chercher le temps de coloration cutanée. Le premier tableau qu'on peut retrouver, c'est celui de la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, où en plus de la douleur, on va retrouver une impotence fonctionnelle marquée et où on peut également voir des hématomes et une déformation du bras. On passe vite au deuxième tableau, qui est probablement le plus important de l'épaule aiguë, c'est la luxation antérieure de la gléno-humérale. Au niveau du mécanisme, on retrouve surtout une chute sur la main ou sur le coude, avec une rétropulsion et une rotation externe, ce qui va avoir comme effet de faire avancer la tête humérale en avant de la glène scapulaire. Donc cliniquement, on va accueillir un patient avec une attitude du traumatisé du membre supérieur, c'est-à-dire qu'il va tenir son avant-bras du côté traumatisé avec le membre supérieur opposé. Et chez le patient déshabillé, on va remarquer le coup de hache externe à cet endroit-là, avec au-dessus le signe de l'épaulette. À côté, ici, on retrouve la vacuité de l'espace sous-acromial. Et encore plus à l'intérieur, on va retrouver la saillie de la tête humérale sous la coracoïde. Le patient va présenter une abduction non réductible de l'épaule, c'est ce qu'on appelle le signe de Berger. Donc après la luxation antérieure, on va s'intéresser à la luxation postérieure de la gléno-humérale. D'un point de vue du mécanisme, la rotation cette fois-ci est interne et il faut notamment y penser à la suite d'une crise d'épilepsie, d'une électrocution ou d'un délirium. Cliniquement, on va retrouver également une attitude du traumatisé du membre supérieur, avec cette fois-ci une rotation externe active et passive impossible. Enfin, en ce qui concerne la luxation acromioclaviculaire, on retrouve cette classification de Rockwood dans le collège d'orthopédie, avec le stade 1 où on va retrouver une entorse des ligaments acromioclaviculaires, le stade 2, une rupture des ligaments acromioclaviculaires avec une touche de piano lorsqu'on appuie sur la clavicule modérée. Le stade 3, on va avoir comme le stade 2 avec en plus une rupture des ligaments coracoclaviculaires. Cette fois-ci, on va avoir une franche touche de piano avec un tiroir antéro-postérieur de la clavicule et une déformation modérée. Enfin, le stade 4, c'est comme le stade 3 mais avec une rupture en plus de la chape deltotrapézienne avec la touche de piano, même si elle peut parfois être fixée, un tiroir antéro-postérieur et une déformation. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris plein de choses et on se retrouve lundi prochain avec une nouvelle vidéo Sémio. Salut!